Oui, ben oui. Ligue des droits de l'homme, PACA, Elena Rozzi, Association pour les études juridiques sur l'immigration, diocèse de Turin également, Rachid Oujdi, réalisateur, auteur du film J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée, Ibrahim Gassama, demandeur d'asile guinéen, médecin, Zia Ouloumi, avocat au barreau de Nice, c'est ça, et de Paris, et Sylvie Dutertre, psychologue clinicienne. On s'est intéressé donc à l'Afrique de l'Ouest, au voyage, à l'Italie, et voici que l'on passe la frontière. Comme vous le savez, les conditions de passage de la frontière, que ce soit ici, dans le Briançonnais, mais également dans les Alpes-Maritimes, sont extrêmement difficiles, et notamment en hiver. On ne reviendra pas sur la difficulté du passage et on va tout de suite s'intéresser aux questions juridiques puisque depuis plusieurs années, Amnesty International, mais également divers collectifs, ONG, ont prouvé qu'il y avait une pratique régulière à la frontière franco-italienne de notification de refus d'entrée sur le territoire français à des mineurs non accompagnés. Aussi vais-je me tourner vers Maître Zia Ouloumi qui va nous expliquer qu'en est l'état du droit aujourd'hui et notamment expliquer ici pourquoi la police est-elle en capacité de notifier des refus d'entrée dans un périmètre à l'intérieur du territoire français. Vous parlez bien devant, s'il vous plaît. Je parle bien devant. Alors, effectivement, comment va l'état du droit? Le droit est très malmené. Il faut être très clair, nous assistons à des pratiques que nous n'avions pas jusque-là. Nous voyons des policiers qui violent délibérément les lois, et pour certains qui ne connaissent pas la loi. Et c'est là où c'est grave, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait penser qu'il y avait une ignorance de la loi par ceux qui intervenaient et qui donc interpellaient ou prenaient des décisions. Là, on sait clairement qu'il y a une politique qui a été qui est manifestée pour dire qu'il faut éviter tout passage et qu'importe si la procédure est respectée, ça n'est pas le sujet, il faudrait que ces personnes ne se trouvent pas sur le territoire. Voilà, c'est très simple. Des policiers nous l'ont dit en discutant avec, et il n'y a absolument pas d'information de ces policiers sur les droits à la fois des migrants, mais aussi des mineurs, je dis bien mineurs et pas mineurs étrangers, isolés, etc. Je dis des mineurs qui traversent le territoire. Alors, pour être bien clair, il faut, pour comprendre, dans la notion de frontière, distinguer, parce que souvent dans les cercles dans lesquels j'interviens, on ne le fait pas, une frontière extérieure et une frontière intérieure. Juste et simplement pour dire que la frontière extérieure, c'est la frontière de l'Europe, à l'égard des pays tiers à l'Europe, enfin à l'Union européenne pour être plus exact. Il y a donc des frontières, quand on parle de frontières à la base, que de frontières extérieures. Il y a ensuite ce qu'on appelle la notion de frontière intérieure qui existe entre les États, notamment donc l'Italie et la France. Donc, une des définitions que nous avons, la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a une législation assez claire, pour moi, c'est-à-dire le Code Schengen, qui prévoit la libre circulation de tout le monde sur l'espace intérieur de l'Union européenne. Autrement dit, le passage aux frontières intérieures sont à la base libres. Mais il y a un contrôle qui existe. Et tout le débat est de savoir à quel moment on peut faire ce contrôle, et si à l'occasion de ce contrôle il s'avère qu'il y a une personne étrangère qui veut traverser et qui n'a pas de documents, qui n'a pas de visa, etc., qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est clair, c'est sur deux points. S'il s'agit d'un demandeur d'asile, il y a des droits particuliers. Et s'il s'agit d'un mineur, il y a des droits encore particuliers. Si c'est un mineur qui demande l'asile, c'est encore plus particulier. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur ce dossier. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique?
à la frontière franco-italienne. Les policiers ne se posent pas de question de savoir s'il s'agit d'ailleurs de mineurs ou pas. Ce sont des étrangers en situation irrégulière qui ne doivent pas traverser le territoire français. Donc en pratique, quand on veut mettre en œuvre cette politique, qu'est-ce qu'on en fait? On prend les personnes qui se trouvent sur le territoire, on les ramène à des points qui seraient des points de passage autorisés, ou la gare en l'occurrence de Menton, on les met dans un train et on leur dit de retourner en Italie, puisque le train va en Italie. Ou alors, ce qu'on fait, c'est que ces personnes prennent des refus d'entrée et on les ramène à la frontière juste à côté et on dit c'est par là l'Italie. Voilà comment concrètement ça se passe. Alors, quand il s'agit d'un mineur, on sait très bien qu'en France, le mineur est en situation régulière. À quel moment il est considéré être en France? Pour nous, juristes, il est en France lorsqu'il a mis le pied, qu'il a traversé la frontière. Une fois que la frontière intérieure a été traversée, de toute façon, il se trouve sur le territoire national. Et pour cause, la police française peut intervenir. Sinon, ça aurait été la police italienne en l'occurrence. Donc, on considère que le mineur, à ce moment-là, est sur le territoire national et il doit bénéficier de tous les droits qui lui sont ouverts, les garanties dont il dispose selon le Code Schengen, selon le règlement Dublin, mais aussi selon le droit national. Mais la police considère qu'à partir du moment où ces personnes sont même mineures, imaginons, à la frontière, cette frontière qui est mal définie, frontière intérieure qui est très très mal définie, eh bien la police pourrait parfaitement prendre des refus d'entrée à leur égard. Alors maintenant, si la police, en l'occurrence le préfet, prend des refus d'entrée contre ces personnes, il y a une procédure assez claire qui dit que le mineur pourrait bénéficier d'une journée, c'est le jour franc, pour pouvoir s'organiser un petit peu et bénéficier de droits, et notamment de l'assistance d'un avocat et d'un interprète. Eh bien, aujourd'hui, là où les droits sont bafoués, et le mot est assez fort pour prendre son temps à le dire, c'est que ces personnes ne bénéficient ni d'avocat, ni d'interprète. Et pas qu'ils n'en bénéficient pas, mais surtout qu'ils n'ont même pas l'information pour pouvoir le faire. Et pire encore, pour pouvoir faire des procédures d'entrée irrégulières ou pas, nous avons besoin d'avoir une zone d'attente. Or, à Menton, il n'y a pas ou plus de zone d'attente qui existe. C'est en cours depuis X temps, mais il n'y a aucun arrêté, aucun décret qui l'a finalement mis en place. C'est cela qui pose problème. Donc, ce n'est pas simplement le fait de prendre des arrêtés contre des personnes pour des refus d'entrée. Le problème, c'est que l'ensemble des procédures prévues par la législation et européenne et la législation nationale ne sont pas respectées. Ce qui fait que lorsque les avocats veulent intervenir ou peuvent intervenir, il est déjà trop tard parce que ces personnes ne restent pas longtemps. Ils vont rester parfois, nous avons eu beaucoup de dossiers de ce type, où ils restent le soir entre, imaginons, 7 h du soir et le lendemain 6 h du matin, et ensuite ils sont raccompagnés à 7 h du matin par car, en accord avec les autorités d'ailleurs italiennes qui les attendent de l'autre côté. Et pour essayer d'éviter la vigilance des citoyens, eh bien on contourne les dispositifs qui existent devant pour cacher. Et là où c'est grave, où le droit est malmené, c'est lorsque la police se cache. Si la police de la République se cache, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, et donc c'est pas normal. Et lorsque les personnes, les demandeurs d'asile prennent, ou les migrants, ou les mineurs, ce qu'on veut, disons les migrants en général, prennent autant de risques et ont peur de la police de la République, nous avons une difficulté majeure, et donc le droit est bafoué à ce moment-là. Donc, vous parler pendant 2 heures de ce qui existe dans la législation française, c'est parfaitement possible. Aujourd'hui, en pratique, la moitié de ce qui existe n'est pas respecté. C'est-à-dire, la moindre des choses, c'est qu'une personne interpellée, une personne à qui on refuse l'entrée sur le territoire, puisse bénéficier des droits qui sont prévus par le Code des étrangers, et notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Allez, l'avocat, on l'oublie. L'assistance d'une association, une association, pour la frontière, c'est l'ANAFE. L'ANAFE, c'est la seule association apte
autorisés par le gouvernement pour intervenir dans les zones d'attente qui sont prévues à la frontière pour ces personnes. Donc lorsque ces personnes ne disposent même pas de l'assistance de cette association, et encore pire, d'un interprète pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on considère que ces personnes devraient savoir ce qui se passe. Donc là, on a un vrai problème. Alors vous allez me dire, mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Alors, tout à l'heure, il y a eu un débat très très riche et très intéressant sur voilà, les heures qui nous attendaient. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est cette mobilisation que vous avez depuis plusieurs mois et que nous constatons et qui se renforce, qui s'organise. C'est une mobilisation qui existe depuis longtemps, mais qui s'organise de façon assez intéressante. La vigilance, la veille citoyenne est importante. Alors, on nous a dit, j'ai entendu aussi tout à l'heure, je me permets de préciser, la désobéissance civile. Non, c'est même pas ça. C'est un droit de surveillance du citoyen, parce que l'ensemble du système est fait pour le citoyen. C'est comme ça que ça marche. Lorsque ces procédures qui sont mises en place, ces violations de procédures, coûtent au contribuable, eh bien le contribuable, il intervient en disant « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Donc ce n'est pas une désobéissance civique, si on veut, c'est vraiment respecter les règles qui sont prévues. Le mineur, puisqu'on parle du mineur, est considéré comme en danger lorsqu'il est isolé. C'est tout, c'est la loi qui le prévoit. Tout le reste, c'est du blabla autour. La règle, le principe, c'est qu'un enfant qui a moins de 18 ans ne peut pas se retrouver seul. C'est une obligation, il est considéré comme en danger, donc c'est une obligation, en l'occurrence, du département, parce qu'en France, c'est considéré que c'est géré par le département, les mécanismes de l'ASE, etc., mais aussi, in fine, de l'État. Et c'est le débat entre le département et l'État, mais on en a cure, c'est pas la question, elle est très simple. Les autorités publiques ont en charge, et tout citoyen, c'est même prévu par le Code, je peux en reprendre les articles pour ceux qui le souhaitent, mais le Code est très clair là-dessus, le citoyen a un devoir de dénoncer, de signaler. On appelle ça un signalement. Donc, si vous ne le faites pas, c'est là où vous êtes fautif. C'est là où on peut venir vous chercher normalement. Or, la façon dont on présente les choses depuis plusieurs mois, dont on a présenté le Sénat, le gouvernement, etc., on a cette impression que vous êtes fautif et que tout va bien. Pire que ça, les députés, et pour avoir entendu la députée de la 4e circonscription il n'y a pas si longtemps que ça des Alpes-Maritimes, on a cette impression que tout va bien, Madame la Marquise. Et quand la dernière fois que tout allait bien, Madame la Marquise, ça a fait une révolution. Moi, je dis simplement que rien ne va. Et lorsque, même une seule fois, la police de la République ne respecte pas les procédures qui sont prévues et qu'on demande à tous les autres de respecter, c'est-à-dire le citoyen, on lui demande de respecter des choses en l'occurrence, la police de la République ne respecte pas. Ne respecte pas pour une raison toute simple, c'est qu'on lui dit de ne pas le respecter. C'est ça qui est le plus grave, et c'est ça qui nous fait, nous, avocats, un peu agir et réagir sur ce terrain. Un dernier point, si vous me permettez, juste pour ne pas être long, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interventions encore ici, mais je voudrais que ce message passe aussi, c'est que le danger, le mineur est bien en danger. Voilà, ce qui se passe à la frontière, c'est que nous avons des mineurs qui sont renvoyés, qui se trouvent donc sur le territoire, qui sont renvoyés en Italie, et même les autorités italiennes parfois les renvoient en France en disant mais ce sont des mineurs qui sont en France, qu'est-ce que vous nous les renvoyez? C'est-à-dire qu'il y a des faux en écriture publique qui sont organisés par la police aux frontières, à la frontière franco-italienne, ce qu'on n'avait jamais vu de cette ampleur. C'est-à-dire qu'on peut le voir par rapport à des délinquants professionnels, etc. Parfois, la police essaye de faire ce qu'il peut. Bon, d'accord, pourquoi pas? Éventuellement, on aurait pu se dire, mais là, il s'agit simplement de personnes qui, pour la plupart, alors on a entendu, je résume comme ça, je pense que c'était bien dit, cherchent un avenir. Donc ils sont à la recherche d'un avenir. Si cet avenir existe en Italie, ils peuvent rester, mais s'ils l'ont pas, ils viennent en France. Mais juste une chose à dire, c'est que les associations d'ailleurs qui interviennent à la fois à la Roya et donc à
Habitat et Citoyenneté en l'occurrence aussi, et Roya Citoyenne, ces associations voient des cas concrets de tous les jours des personnes qui sont, des personnes qui sont mineures notamment, et pour lesquelles ils font un travail, le travail qui devrait être fait par les autorités, de rechercher si ces personnes, et tout ça c'est prévu notamment par le règlement Dublin, l'article 6 pour ceux qui veulent aller le regarder concernant les mineurs, où l'État doit aller rechercher si en Europe, ces personnes peuvent avoir de la famille. Ce travail-là, je le dis et je l'affirme, n'est quasiment pas fait par l'État et les collectivités locales, qui se disent la seule chose qu'on a, c'est l'hébergement. Non, c'est pas que l'hébergement, c'est tout le reste. Donc ces associations qui s'occupent un par un de ces personnes font, pour certains, je crois que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de monde qui ont été concernés, pour lesquels ils vont aller chercher des personnes. Donc ça, c'est un travail qui devrait être fait par l'État. Et donc au-delà de cet aspect de frontières qui bloquent, il y a des cas quand même qui aboutissent avec ce petit problème. Donc j'ai entendu que visiblement les problèmes qui existent à Nice sur la prise en charge des mineurs existent un peu partout, à Gap aussi, Briançon, etc. Mais on va y revenir sur la question de la prise en charge des mineurs. Ziaouloumi, gardez le micro. Dans l'intérêt des personnes qui vivent ici à côté de la frontière, j'ai une question technique et donc pratique. Qu'en est-il aujourd'hui de la frontière ? Les accords de Schengen prévoient une clause qui permet de fermer la frontière temporairement. Elle est fermée depuis le 13 novembre 2015. Normalement, ça dure 2 ans. On est aujourd'hui le 16 ou... on est mi-décembre. Qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle mesure, pourquoi la frontière est-elle encore surveillée, contrôlée à Menton, comme ici, comme ce fut le cas également en 2011 au moment des révolutions dites arabes, comme ce fut le cas à partir du 17 juin 2015 à Menton, et comme ce fut le cas ici à partir du 13 novembre 2015. Où on en est pratiquement ? Alors, pour être clair, la frontière n'est pas fermée pour le Conseil d'État. Le Conseil d'État considère que malgré tout cela, la frontière n'est pas fermée et que donc ceci est parfaitement légal et autorisé par le Code Schengen. Le Code Schengen prévoit un renforcement de contrôle d'identité des personnes dans le cadre de autre chose que la migration. C'est très clair dans le Code Schengen. Le contrôle qui est prévu ne peut pas être un contrôle sur la migration. Trouble à l'ordre public. Mais ça pourrait être trouble à l'ordre public, éventuellement, ou alors pour la criminalité organisée. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on assiste à cette manipulation, j'allais dire, judiciaire. Il faut bien peser, parce que ça peut être repris, c'est tout ce qu'on va dire. Donc, effectivement, cette manipulation judiciaire qui est de présenter une organisation de cette solidarité. Eux, ils veulent le présenter comme s'il y avait un délit de solidarité, effectivement, un délit qui existait, des passeurs qui donc peuvent représenter la criminalité organisée, et pour dire, écoutez, nous on ne contrôle pas les migrants, on est en train de faire de la criminalité, lutter contre la criminalité organisée, et regardez tout ce qu'on a, tout ce qu'ils prouvent. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre la Commission européenne d'autoriser de façon assez spécifique, parce que c'est aussi prévu, ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais dans des cas assez spécifiques, ça pourrait être renouvelé de 6 mois, une nouvelle fois. C'est ce qui vient de se passer. Autrement dit, les contrôles qu'on appelle contrôle systématique dans les points de passage autorisés, à ne pas mélanger avec les points de passage frontaliers qui concernent la frontière extérieure. Les points de passage autorisés permettent ce contrôle quasi systématique de tout le monde, et notamment des migrants. Donc aujourd'hui, cette situation, nous considérons que c'est une situation illégale, à notre sens, mais les juridictions nationales considèrent aujourd'hui que c'est parfaitement légal, parce que, et c'est là le danger aussi que nous constatons en tant que praticiens du droit, c'est que nous avons un changement de mentalité même des magistrats. C'est-à-dire qu'on a des choses qui ne passaient pas il y a 3 ans,
qui commencent à passer. Des considérations qui choquaient il y a quelques années, qui choquent moins aujourd'hui. Et cette idée d'appel d'air, cette idée de dire « mais attendez, les migrants, pourquoi faire? On est débordés, etc. » c'est aussi dans la tête des magistrats. Et nous avons cette difficulté du droit. Et nous comptons beaucoup sur les procédures en cours, peut-être la saisine de la Cour européenne, etc., pour nous définir les notions qui devraient être des notions. D'ailleurs, la politique migratoire, c'est aussi une politique européenne. Donc, nous comptons là-dessus pour qu'il y ait une définition assez claire des Européens, si on veut, de l'Europe en l'occurrence, et notamment une intervention assez ferme de la Commission européenne sur ces sujets, parce que pour l'instant, nous sommes dans le flou et le gouvernement, en tout cas la politique de l'État, c'est de jouer sur le flou en disant « j'ai raison ». Voilà ce que je peux dire. Zia Ouloumi, une dernière question, succinctement. Concrètement, quand vous parlez de la vigilance du citoyen ou du contribuable, comment cela peut-il se traduire? Comment on fait? Comment faut-il faire ces personnes? Faut-il filmer? Faut-il... D'abord, ce qu'ils font, ils le font, et c'est une bonne chose qu'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas illégal. Je dis même pas légitime ou légal ou pas légal, je dis il faudrait que chaque citoyen sache dans quel cadre son action est légale et comment ça pourrait être interprété autrement. Donc ça, c'est important que lorsqu'on va aller sauver, hein, parce que c'est un peu ça, un mineur, on le sort d'un danger grave direct. Donc on ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui a aidé à la circulation d'étrangers, etc., puisque de toute façon, cette personne est en situation régulière en France. Donc un mineur, vous n'avez pas de souci. Il faut juste penser à signaler. Deuxièmement, les personnes qui ne seraient pas mineures. Alors, encore une fois, soyons bien clairs, la minorité, c'est une déclaration. Et il y a eu ensuite, on peut avoir un état civil éventuellement, que l'État conteste, enfin la préfecture conteste souvent, mais la jurisprudence est assez claire. Un état civil présenté par quelqu'un, venant d'un autre État, ne peut pas être contesté que par cette autorité-là, donc pas par l'État français. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Donc pour tous les autres qui sont éventuellement majeurs et pour lesquels vous intervenez, ce qui est important en l'état de la jurisprudence actuellement, c'est de bien déterminer qu'ils étaient en situation de danger. C'est-à-dire que les personnes qui traversent, je ne sais pas, en passant par le passage de l'échelle et qui ont des pieds, comme j'entendais dans les reportages aussi, il faut garder une preuve de ça pour que, au cas où il y a une poursuite, vous puissiez le démontrer que le jour où vous êtes intervenu pour telle personne, il était dans un état catastrophique. Ça veut dire filmer un thermomètre? Ça veut dire ce genre de choses? C'est très important parce que je vous disais, la position des juridictions change et changeante, donc ça dépend des magistrats et de leur capacité à dépasser la pression politique. Mais pour l'instant, vous voyez, on est à quelques jours que le Conseil constitutionnel a considéré que le parquet en France était indépendant. Donc il faut être assez vigilant là-dessus et sans commentaire. Se poser la question de ces poursuites qui existent. Donc, ce qu'il faut, l'idéal, c'est effectivement garder une photo. Vous gardez une photo, c'est terrible, mais c'est comme ça. Pour pouvoir se défendre, ou alors vous y allez en disant « moi je m'en fiche, je le fais », et puis qu'importe ce qui se passera, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes pour tous les solidaires qui sont intervenus. Quand ils le font, ils disent « bon, on ira jusqu'au bout, qu'importe ce qui va se passer ». Et ce qu'il faut aussi, à mon sens, faire, bien sûr, c'est l'accompagnement juridique qui nécessite donc non seulement de connaître ce qu'on risque, mais aussi derrière, quand ça ne marche pas, qu'on puisse, comme j'ai entendu que ça a été fait à Gap notamment, saisir les juridictions pour faire valoir les droits, parce que parfois c'est long, mais il faut prendre des cas d'école, j'allais dire, et aller jusqu'au bout pour montrer que ça ne va pas, et ensuite, on disait de filmer ou de médiatiser, ensuite de médiatiser pour bien montrer à tous les autres que, contrairement au discours ambiant où tout va bien, Madame la Marquise, ça ne va pas.
dans tel endroit, et la justice l'a rappelé. Nous avons obtenu des victoires, alors à chaque fois c'est des petites victoires, mais c'est assez important quand même à mon sens dans l'évolution qu'il y a. Mais je pense que là encore, que ça soit mineur ou les majeurs, il faut utiliser le droit et saisir la justice autant que possible, parce que finalement ça dérange les machines de l'État et des collectivités, et ça fait bouger les lignes, notamment en faisant des actions pour les mineurs, puisque c'est le débat, qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas pris en considération par l'État ou le département. Henri Rossi, Ligue des droits de l'homme, PACA. Zia Ouloumi parle de victoire. En même temps, lorsque on voit ça depuis mon poste de journaliste, on a quand même l'impression que référé liberté après référé liberté, preuve d'une mauvaise conduite, de mauvaise pratique de la police, finalement, ne change pas les pratiques. Quel est votre sentiment là-dessus? Avec un micro. Le sentiment est le même, mais c'est vrai qu'il s'exprime plus facilement. J'ai envie de répondre, d'élargir la discussion vers cette volonté par rapport quand même. Oui, au terrorisme de renforcer l'État, la police, la justice, etc. Et très franchement, à l'exemple de ce qui se passe à propos des migrants, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un commissaire de police qui prétend, comme ça il invente une modification de la loi, que des mineurs non accompagnés, isolés, ne le sont plus des moments qu'ils sont entourés de majeurs. Bon voilà. Personnellement, quand je lui dis, mais c'est pas la loi, je fais ce qu'on me dit de faire, me répond-il. Quand je lui dis, mais alors vous acceptez d'être hors la loi, il me répond pas. Je traite un commissaire de police dans une action de police de hors la loi, il s'en fiche complètement. Bon, déjà, la police, là, et alors à Gare-Avant, à Menton-Gare-Avant... c'est la première gare française... Sur la frontière italienne. Depuis l'Italie. Alors là, il y a une petite gare au premier étage, c'est un lieu de rétention qui va au-delà de ce qui est autorisé. Normalement, ils ont droit à 4 heures, mais ils vont bien au-delà. Un gendarme qui a maltraité un migrant, frappé, coup de pied, coup de poing, etc., ça a été vu aussi par une journaliste, je crois, je ne me rappelle plus. Donc là, ils prennent des jeunes. Alors là, le train qui part de Gare-Avant en direction l'Italie, c'est vraiment en direction l'Italie, il n'y a plus d'autres gares. Si donc ils mettent un jeune dans ce train-là, sans formalité, sans rien du tout, le gamin se retrouvera à Vintimille et donc de l'autre côté. Ça, ils le pratiquent sans arrêt. Le Royal Citoyenne, ils ont filmé, il y a une petite vidéo qui montre la pratique, et c'est évident. Et ce qui est invraisemblable, oui, pour des républicains, c'est invraisemblable. Ils font ça en toute tranquillité, en toute sérénité. Alors bon, ils s'excitent un peu s'il y a un député ou une députée qui viennent, mais bon, ils trouvent le moyen plus ou moins de cacher ce qu'ils font. Enfin, je ne sais pas, mais ils le font quand même. Donc de la part de la police, c'est insupportable de voir à quel point, comme ça, la loi républicaine est bafouée. Mais si la police le fait, c'est qu'elle a le soutien du préfet, et le préfet lui-même, qui refuse de recevoir les associations, je le précise, le préfet lui-même, encore une fois, je disais tout à l'heure, on a traduit devant le tribunal administratif, et il a été condamné. Il refuse le terme, mais disons qu'il a été contraint de faire ce qu'il avait refusé de faire dans un premier temps. Et en plus de ça, je passe sur le procès qu'il y avait eu au tribunal administratif, où nous étions quelques-uns à être là et à pouvoir en témoigner comme aujourd'hui. Il y avait 3 représentants du préfet. C'était
désespérant de voir ces gens-là en tant que républicains. Moi, je me sentais choqué par des gens qui n'avaient rien à dire. Quand après la plaidoirie de Maître Ouloumi, qui a démontré que ce qui était fait était totalement inapte, la présidente, seule juge du tribunal administratif, s'est tournée vers le directeur de cabinet, le responsable de la PAF départementale, c'était pas n'importe qui, pour leur demander: est-ce que vous avez quelque chose à dire? Rien. C'est-à-dire, il y a à la fois un je m'en foutisme et en même temps une espèce de déliquescence du pouvoir républicain, du pouvoir. Le préfet, c'est quand même le représentant de la République. Eh bien, il faut n'importe quoi. Et je termine, si vous permettez, je termine avec la justice. Voilà quand même un appel. Je crois que Cédric et Pierre-Alain Manoni ont été condamnés, entre autres, parce que normalement, pour être un passeur, il faut tirer bénéfice de l'action qu'on fait. Alors, certes, il est prouvé, démontré, redémontré qu'ils n'ont jamais gagné un centime, ni rien du tout, ni même fait travailler, parce qu'à un moment, on disait: oui, mais ils les font travailler, faire le nettoyage, etc., ce qui est faux. Donc, rien de tout ça. Les magistrats, ils ont considéré que dans la mesure où ça portait foi ou du crédit à leur position de militants, c'est qu'ils en tiraient bénéfice. Et c'est là-dessus qu'ils ont été condamnés. Le bénéfice du militant. Et de la même façon, il y a aussi sans doute ce qu'on appelle les papilles, René Daon et ses amis, qui ont été aussi reconnus comme coupables parce qu'ils avaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, etc. Donc il y a des magistrats. Et dernier exemple aussi, scandaleux, il y a eu un jeune de la Vallée-la-Roya dont les parents sont très investis dans la solidarité, etc., qui est passé au tribunal récemment parce qu'un soir, et il n'est pas militant, ce jeune homme. Un soir, il a vu près de la gare, je crois qu'il était 23h, quelque chose comme ça, un migrant, je crois, ou deux peut-être. Deux, oui. Non, 4, pardon. 4, je me rappelle, je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. 4 migrants, et de son cœur, il ne pouvait pas les laisser là, il faisait froid, etc. Il a voulu les conduire chez Cédric Héroux. Là, contrôle de police, arrêté, mis en examen, je crois voiture confisquée, enfin, parce que c'est pas rien lorsqu'on dit aussi mis en examen, en attendant le procès, bon, la vie continue. Non, elle continue pas. Cédric, tout à l'heure, sans doute vous dira que pendant qu'il avait été mis en examen, il n'avait plus le droit d'utiliser sa voiture qui avait été confisquée, il n'avait pas le droit d'aller en Italie, où c'est là qu'il travaille le plus souvent pour vendre ses produits de la ferme, il n'avait pas... Bon, c'est une galère d'être mis en examen. Donc ce jeune homme, il s'est trouvé de la même façon mis en examen. Et parmi les 4 migrants, il y avait un Tunisien. Au procès, le procureur, qui a reconnu que dans un premier temps, il avait songé classer l'affaire parce qu'il n'y avait rien de bien sérieux dans cette affaire-là. Finalement, il a considéré que malgré tout, il méritait quand même d'être puni. Et il avait songé à 4 mois de prison avec sursis. Mais comme il y avait 4 migrants, dont un Tunisien qui a été considéré non comme... je ne sais pas, répréhensible, je ne sais pas pourquoi. Donc 4 moins 1 égale 3. Donc ce n'est pas 4 mois, c'est 3 mois. Une espèce de calcul imbécile. Juste pour préciser ce que tu dis, pour que les choses soient claires, c'est qu'en fait, dans les PV, c'était mentionné que cette 4e personne était de nationalité française. Donc nous avons soutenu qu'à partir du moment où le PV disait que c'était une personne de nationalité française, on ne pouvait pas reprocher d'avoir emmené des étrangers en situation irrégulière. C'était en tout cas, on l'avait soulevé pour dire qu'il y avait un problème dans la procédure et que cette procédure était mal faite et que notamment on avait des problèmes dans cette procédure concernant les 2 autres qui avaient signé des documents en français, mais c'était des personnes qui ne relevaient pas de territoire français ou sous mandat français, donc ils ne parlaient pas français. Et là, le procureur a reconnu lui-même qu'effectivement, ces personnes-là proviennent de territoires où on ne parle pas français. On peut s'interroger, mais bon, c'est quand même dans la procédure, donc 4 mois. Parce que, avait-elle dit, à ce moment-là, c'est la politique du parquet
de demander 4 mois d'emprisonnement. Voilà où on en est. Et c'est pour ça que, en tant qu'avocat, on est un peu touché, si on veut, puisqu'on ne respecte plus la loi, le droit qui devrait être impersonnel, et général et impersonnel, mais on l'adapte à des cas, et ça devient un pouvoir, et la justice d'ailleurs devient un outil pour la politique, pour pouvoir mener une politique donnée. C'est là où on a un danger pour nos démocraties, et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, que les citoyens comme vous soient présents, et que, voilà. Oui, tout ça pour dire, si vous faites l'addition justice, police, pouvoir public avec le préfet, qui n'hésite pas à se mettre en travers des lois de la République, il y a franchement de quoi s'inquiéter en termes de droits de l'homme. Et je suis de ceux, et nous sommes heureusement nombreux, y compris ici, qui s'inquiètent. D'où le souhait de ce que disait tout à l'heure notre ami Oujdi, c'est-à-dire qu'il y ait une forte mobilisation et qu'au mois de juin, il y ait des états généraux comme en 1789, je vais dire.